Alors pour commencer, je pense que si on fait cette interview, les débuts au pôle, je pense qu'on peut bien rigoler parce que c'était vraiment pas du tout ce qui m'était destiné. J'étais une vraie catastrophe en défense. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un joueur donc de l'USDK et arrière droit de cette équipe, Gabin Martinez. Tu partages le poste d'arrière droit à Dunkerque avec Tom Pelayo, qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'Iki Moly Star League. Comment tu gères cette situation ? J'ai beaucoup travaillé tactiquement déjà. Ouais, on est obligé d'adapter. Entre Randy, Staines, Bayens, Holm, c'est pas la même chose. Il n'y a personne sur lui à 10-11 mètres, il est capable de pouvoir tirer. Pour l'instant, on est un peu déçus, on a un esprit de revanche un peu en ce moment. On est passé totalement à côté du dernier match, on a envie de se rattraper. C'est Franck Maurice qui m'a donné une petite technique pour essayer de moins perdre l'avantage dès le début. On en a parlé un peu du match à Chambéry. On aurait dû vous accorder un jet de 7 mètres à ce moment-là. Ça a créé un imbroglio. Comment on fait ensuite pour passer outre cette frustration ? C'est quoi les niveaux de rémunération d'un joueur professionnel en l'Iki Moly Star League ? Dans les clubs de notre niveau, je pense que ça va donc entre... J'ai amené ici un petit ballon de la l'Iki Moly Star League. Est-ce que je peux te demander de le dédicacer ? Avec plaisir, ouais. Participer au jeu concours pour tenter de remporter le ballon de la l'Iki Moly Star League. Je vous invite à liker, à partager et à commenter la vidéo. On tirera au sort dans les commentaires. Faut prendre ça comme du plaisir. Effectivement, si on a envie un souhait de devenir professionnel, c'est tout faire pour... Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 novembre 2024 et nous nous retrouvons ici à Dunkerque au Stade des Flandres pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un joueur donc de l'USDK et arrière droit de cette équipe, Gabin Martinez. Comment ça va, Gabin ? Ah, super, et toi ? Est-ce que tu es prêt à nous partager ton parcours de handballeur ? Bon, je suis prêt, moi, ça roule aussi, donc on est parti. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à apprécier le contenu que je publie, que ce soit autour des produits de handball ou de la pratique. C'est quelque chose qui me touche énormément. Si vous voulez soutenir la production de ce contenu, donc je le produis dans le cadre d'une activité de vente en ligne qui est shop-hand.com, une activité de vente en ligne de produits de handball, chaussures, textiles, accessoires. Tous les produits que nous commercialisons sur le site sont en stock et sachez qu'en 2024, dès 49 € de commande, nous continuons d'offrir la livraison et le retour si jamais la pointure ne vous convient pas, ce qui vous permet, si la pointure ne vous convient pas, d'effectuer un retour gratuitement. La satisfaction client, aujourd'hui, nous avons une note moyenne de 9,8 sur 10 pour 545 avis sur notre site. Donc voilà, si vous voulez soutenir la production de ce contenu, équipez-vous si vous en avez le besoin sur shop-hand.com. Gabin, encore une fois, merci d'avoir répondu positivement à cette interview. Je vais te demander de te présenter à l'audience pour qu'ils sachent un peu qui t'es. J'ai été grappiller quelques informations. Tu as 24 ans, c'est ta 7e saison à Dunkerque. Mais est-ce que tu peux nous brosser un peu ton parcours de handball, comment tu as débuté et quels ont été les jalons qui t'ont amené à devenir pro aujourd'hui à l'USDK ? Alors du coup, ouais, donc Gabin Martinez, voilà, ça c'est bon. Du coup pour le handball, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, quand mon père il a été muté du côté de Nice. Je voulais changer de sport, je faisais du foot à l'époque, voilà, je voulais passer à autre chose, changer de sport, essayer autre chose. Et à ce moment-là, 2012, vu que je suis un 2000, c'est pas du tout en fait, juste 2012 c'était les JO, de Pékin. Pékin ou Londres ? Londres. 2012 c'était Londres. Londres. Et du coup, la France a gagné. Et donc ça m'a donné envie d'essayer ce sport, ça m'a bien plu, en regardant la télé, tout ça. Donc j'ai essayé du côté de Nice au club du Cavigal. Et donc j'ai tout de suite accroché. Voilà, c'était un sport qui me plaisait. Ça changeait du foot, tout ça, et j'aimais bien. Voilà, je me suis bien entendu directement. Je trouve que même la mentalité, tout ça, c'était quelque chose de différent. Et j'ai bien apprécié.
Et du coup, j'ai continué. J'ai fait mes 3 ans là-bas. Puis mon père a été muté en 2015 au moment où justement on doit intégrer un pôle espoir en général. Donc mon père il a été muté du côté de Bruxelles. Et ce qui me fait que en Belgique à ce moment-là, le handball c'était pas trop développé. Donc je suis venu faire les essais ici pour intégrer le pôle de Dunkerque. Donc en 2015, ça a été accepté. Et donc depuis 2015, je suis ici. Donc là, ça va faire quasiment 9 ans, 9e saison ici. Donc ouais, j'ai commencé en moins 18 régions. Et après, donc les 3 ans de pôle, j'ai fait moins 18 régions. Après moins 18 France, on a fait une alliance aussi lors de ma 2e année avec Bousbecque à l'époque, qui avait quand même pas mal de joueurs qui étaient là-bas. Donc une alliance entre Dunkerque et Bousbecque en moins 18 France. Et après, souvent ici, quand on est en dernière année de Pôle Espoir, on enchaîne avec l'équipe du centre de formation. Donc on n'est pas centre, mais on joue avec eux. Donc là, c'était N2, donc dernière année de N2. Et après, j'ai fait mes 3 ans de centre de formation avant de signer pro ici. Et là, du coup, je viens de commencer mon 2e contrat professionnel. J'ai fait 3 premières années. Et là, j'ai re-signé un contrat de 2 ans l'année dernière. Et donc là, je viens de commencer. Et donc, il me reste cette année plus l'année prochaine. Okay. Comme tu le disais aujourd'hui à l'USDK, Dunkerque, aujourd'hui vous êtes 13e de l'Ikimoli Star League avec un bilan de 3 victoires et 6 défaites. Ça avait plutôt mal débuté comptablement avec 3 défaites, mais néanmoins un fond de jeu qui était globalement assez intéressant mais qui n'était pas récompensé. Vous avez enchaîné avec 3 succès, dont le premier ici contre Nîmes avec une belle ambiance ici lors de la victoire contre Nîmes. Et puis de nouveau 3 revers consécutifs. Le premier Créteil, Chambéry et Chartres dernièrement. Comment toi tu analyses le début de saison de l'USDK et par rapport aux objectifs aussi qui ont été fixés, et comment est l'état d'esprit du groupe aujourd'hui par rapport à ce bilan qui j'imagine n'est pas vraiment à la hauteur de ce que vous avez ambitionné depuis le début de saison? Ouais, c'est sûr qu'on est déçus. Pour l'instant on est un peu déçus, on a un esprit de revanche un peu en ce moment. Parce que voilà, on a commencé, on avait l'équipe au complet. Donc sur les 3 premiers matchs on n'a pas forcément d'excuses. Juste voilà, on n'était pas très loin, que ce soit de Limoges ou Toulouse, on n'a pas été si loin que ça, mais on n'a pas réussi à passer le cap. Voilà, là où on a fait de gros efforts et qui nous a manqué sur les 3 premiers matchs, c'était défensivement. En fait, on n'a pas aidé nos gardiens. Du coup, ce qui fait que quand il n'y a pas d'arrêt parce qu'on les aide pas, il n'y a pas une bonne défense, on ne peut pas gagner un match quand on prend plus de 32 buts. Et du coup, c'est ce qui nous a manqué contre Toulouse et Limoges. Après Paris, c'est un autre match, c'est toujours très dur d'aller jouer là-bas. En vrai, même si on avait une envie de bien faire, il commence à nous manquer 1 ou 2 joueurs. Je crois que déjà Avgour n'était pas là. Et après, on a enchaîné 3 victoires. On a bien commencé contre Nîmes, mais après on a continué contre Tremblay-Aix, qui était en plus des matchs compliqués, parce qu'on avait pour le coup beaucoup de blessés. Il y a eu pas mal de matchs où Tom, Pelayo a joué demi-centre, moi arrière droit. Crépel qui a joué quasiment 1 heure attaque-défense avec Dupuis, Cornelius, Krag aussi successivement. Et là, on avait l'occasion de bien faire contre Créteil, de continuer sur une série. Et là, c'est nous tout seuls qui avons loupé notre match. Voilà, on était plus 5 en 10e mi-temps, on a réussi à perdre moins 2 et c'est nous qui l'avons perdu tout seul, ce match-là. Et après, on a Chambéry, on fait un gros match. On est vraiment au coude à coude tout le match, un super état d'esprit, même si on est encore une fois, on avait juste récupéré peut-être un joueur et il nous manquait encore beaucoup. Mais on a fait un gros match et malheureusement on a échoué à un but. Voilà, c'est comme ça, et là on est passé totalement à côté du dernier match, et donc là on a envie de se rattraper. On va à Saint-Raphaël, on sait que c'est pas facile, on a vu, ils ont bien gagné contre Toulouse de 9 buts. Donc nous on a envie de montrer un meilleur visage que ce que l'on a montré jeudi dernier, parce que voilà, dans l'état d'esprit ça y était pas du tout. Et non, on a envie d'aller gratter des points, parce que pour l'instant au plan comptable ça ne nous convient pas du tout. C'est pas ce qu'on voulait pour ce début de saison, quoi. Okay. Donc tu l'as dit, prochain match en déplacement à Saint-Raphaël, donc le samedi 16 novembre, dans à peu près 10 jours.
Est-ce que tu peux nous raconter quelle est la semaine type d'entraînement pour préparer un match de Liqui Moly Star League comme celui-ci, du lundi jusqu'au samedi, jour de match et le déplacement? Comment ça se passe au sein d'un collectif professionnel? Comment se déroule la semaine? Donc ouais, je précise, faut savoir que là on tombe un samedi, mais une semaine type, il n'y en a pas vraiment parce que ça peut alterner. Là par exemple on joue un samedi, mais on peut jouer, comme là j'ai dit contre Chartres, on a joué un jeudi, on peut jouer un vendredi ou un dimanche, donc ça dépend. Mais là pour un samedi, donc on va revenir lundi à l'entraînement. On commence souvent, ça c'est toutes les semaines, on commence par une musculation. L'après-midi on fait handball. Mardi matin on fait handball aussi. Le mardi après-midi, ça souvent c'est au choix en fait, c'est un peu à la carte. Ceux qui ont envie de faire muscu, ceux qui ont envie de travailler leur shoot, ceux qui ont envie de faire du cardio, ceux qui ont besoin de faire des soins. Donc ça souvent c'est un peu à la carte, mais en général il y a quand même pratiquement tout le monde sauf les blessés qui font quelque chose. C'est quand même, ils le demandent. Là quand on joue le samedi, du coup le mercredi c'est repos. Le jeudi on a 2 entraînements, donc pareil, normalement 2 fois handball. Des fois il y a une petite muscu aussi, une petite muscu entre le matin et l'après-midi, souvent en fin de matinée pour en mettre plusieurs dans la semaine quand même. Et vendredi, du coup, là, vu qu'on joue à l'extérieur, donc le vendredi matin, on s'entraîne et on part l'après-midi. Pour, du coup, souvent un réveil musculaire le samedi matin et match le soir. Ok. Et là, Saint-Raphaël, des déplacements comme ça, vous voyagez comment en train? Saint-Raphaël, ça fait partie des 2 déplacements avec Toulouse qu'on fait en avion, parce que c'est un peu compliqué en train. La gare de Nice et Toulouse, c'est pas top. Donc ce qu'on fait en avion. Donc quand on va à Saint-Raphaël, là ça fait depuis l'année dernière, et cette année on fait pareil, on va dormir sur Nice et on fait tout à Nice, juste on se déplace parce qu'il y a à peu près 45 minutes pour aller là-bas. On fait en bus le déplacement pour aller jusqu'à Saint-Raphaël. Vous faites un Lille-Nice et puis après exactement, Lille-Nice, ouais, on va en bus je pense jusqu'à l'aéroport, ouais. Et après on dort sur Nice quoi. Mais par contre du coup en général tout ce qui est Paris, en général on le fait en bus, avec le bus du club, et après le reste on le fait en train. Ok, ça marche. J'ai envie de rentrer un peu plus dans l'aspect handball et technique, tactique. J'ai remarqué que tu avais un important rôle en défense, notamment que quand le banc était côté de l'arrière droit, tu changeais attaque-défense avec Tom Pelayo. Lui faisait les attaques et toi la défense. J'ai pu remarquer que tu étais très actif en défense, notamment beaucoup de récupération de balles, et tu étais beaucoup sur les trajectoires de balles. J'ai été voir les stats, tu es 15e joueur du championnat au nombre de ballons récupérés en Liqui Moly Star League. Comment tu vois la défense aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets en place pour performer en défense? Qu'est-ce que tu as travaillé jusqu'ici pour atteindre ces performances défensives que tu as aujourd'hui? Alors pour commencer, je pense que si on fait cette interview, on repart mes débuts au pôle, je pense qu'on peut bien rigoler parce que c'était vraiment pas du tout ce qui m'était destiné. J'étais pendant un moment, même le centre, mes débuts en pro, c'était une vraie catastrophe en défense. Mais à force de parler avec des gens expérimentés, que ça soit Avgour qui a quand même défendu beaucoup de temps, que ça soit Dunkerque à Montpellier en équipe de France, avec Nagy qui m'a beaucoup conseillé. Et ces derniers temps aussi, il y avait Niateux, parce que pour ceux qui suivent le handball, quand il était à Nantes, il défendait beaucoup. Nîmes pareil, c'était un très gros défenseur numéro 3. Donc j'ai beaucoup travaillé tactiquement déjà, parce que j'avais beaucoup de problèmes sur l'orientation, tout ça. Et aussi dans l'envie. J'ai essayé de de trouver un moyen de trouver une envie de défendre en fait. Ce que j'expliquais, c'est que quand j'étais au tout début, j'avais du mal à prendre du plaisir en défense en fait. C'est que pour moi c'était l'attaque et en défense c'était plus un supplice on va dire, même si c'est exagéré. Et là maintenant en fait j'arrive à prendre beaucoup de plaisir en défense, notamment par les récupérations de balles par exemple, ou même en fait juste une neutralisation quand on sait qu'on a stoppé une attaque, tout ça, il y a un certain kiff quoi. Mais ça a été, et il y a encore beaucoup de travail parce que j'arrive de temps en temps à cacher un peu mes défauts par des récupérations de balles, quoi. Mais c'est pas tout le temps, je vois que j'ai encore beaucoup de choses à bosser. Mais ça s'améliore et c'est à force, c'est en parlant avec des gens expérimentés en défense et qui peuvent donner des conseils. Donc là j'en ai eu quelques-uns avec qui j'ai pu bien parler et avec qui j'ai pu bien travailler, ce qui m'a permis de progresser dans ce domaine-là.
Et pour l'instant, je suis content de pouvoir apporter au moins ça à l'équipe le temps où il y a tous ces blessés-là. Tom, ça permet de se reposer, de pouvoir continuer à performer. Et moi, je trouve mon plaisir dans la défense. Tu parles de tes défauts. Quels seraient tes défauts aujourd'hui à améliorer en défense C'est que, par exemple, quand on parle des interceptions, c'est que je cherche un peu trop à intercepter la balle. Et ça arrive souvent, quand je suis en 2 la plupart du temps, d'être trop concentré sur la balle et pas regarder mon adversaire direct. Et ça m'arrive de temps en temps où le demi-centre fait des passes directes à l'arrière gauche et j'essaie d'intercepter, je passe au travers, et c'est des choses où ça, après, c'est super dur de pouvoir combler ce manque. Et donc il y a en général soit un décalage, soit l'arrière qui est tout seul, et c'est des trucs où j'ai un peu de mal. Et des fois aussi c'est dans le combat, parce que le problème c'est que j'ai un rapport de force, je suis un peu plus frêle que certains quand même, et ce qui fait que de temps en temps j'essaie trop d'attraper. Et c'est avec certains joueurs, ils sont beaucoup plus costauds, donc même si j'attrape, ils peuvent continuer à m'enfoncer plutôt que d'essayer de repousser, juste simplement de repousser, quoi, plutôt de pas forcément enterrer la balle, quoi. Ouais. Après, du coup, j'ai beaucoup regardé les matchs depuis le début de l'année. J'ai notamment décortiqué un peu ta défense face au PSG. Tu as eu consécutivement Elohim Prandi face à toi, tu as eu un moment aussi Luc Steins, et en deuxième mi-temps aussi Jacob Holm. En fonction, c'est des différents profils. On a plutôt Elohim Prandi qui est assez costaud, Luc Stein qui va être plus sur les appuis, Holm pareil qui à un moment met un 360 dans le match. Ah ouais. Est-ce que tu adaptes ta défense en fonction des profils que tu as? Je vois Elohim Prandi, tu es allé le chercher à 11 mètres directement. Tu parlais effectivement, je pense que le rapport de force il est déséquilibré tellement il est costaud. Du coup, c'est quoi l'objectif? Est-ce que tu adaptes ta défense? J'imagine que oui. Et comment tu fais pour en fonction des qualités que l'attaquant te propose en face? Ouais, on est obligé d'adapter. Parce qu'effectivement, entre Prandi, Steins, Bayens ou Holm, c'est pas la même chose. Et en fait, c'est des trucs qu'on voit à la vidéo. En fait, c'est des choses qu'on voit à la vidéo. On sait que par exemple, Prandi, on est obligé de l'attaquer un peu plus haut parce que même en dehors du duel, s'il y a personne sur lui à 10-11 mètres, il est capable de pouvoir tirer et marquer déjà dans n'importe quelle position à cette distance-là. Donc on est obligé d'attaquer un peu plus haut, et puis forcément il enfonce beaucoup plus, et donc c'est mieux de l'avoir plus haut, parce que s'il m'attaque et que je subis le duel à 8 mètres, il y a des chances qu'il y ait pénalty derrière, ou alors qu'il bute. Et c'est sûr que pendant le match, Paris, ça a été un peu compliqué, parce que ils savent quand même que là ça fait quelques temps que je me suis bien amélioré, que ça va plutôt bien en défense, mais que je suis quand même pas de base le plus grand défenseur. Et j'ai pris beaucoup de duels tout le match, que ce soit Bayens, Steins, Prandi, Holm, et au bout d'un moment, il y a tellement de duels différents que c'est dur, quoi. Mais c'est sûr, que par exemple, il y avait des particularités. Holm, il aime bien le 360. Bayens, il est droitier, mais il est capable de faire un passage de bras main gauche et puis se la remettre sur sa main droite. Donc il y a plusieurs particularités. Et c'est sûr que pendant un match, de temps en temps, avec la fatigue, tout ça, on oublie un peu, et ça fait que on peut pas tout gagner comme duel, quoi. Et les pivots les plus ennuyants que tu as eu, sur lesquels tu as eu à défendre, et comment tu essayes de défendre sur un pivot qui gagne sa position? Est-ce que tu fais vraiment l'effort pour le contourner, ou comment ça se passe? C'est aussi un de mes défauts en défense. J'ai eu pas mal de petites embrouilles avec Alejandro, le gardien. Parce que justement, moi j'essaie souvent de passer par devant, alors que des fois il y a des blocs qui les font à 9 mètres et que ça sert pas forcément à quelque chose de vouloir contourner absolument. Maintenant c'est Franck Maurice qui m'a donné une petite technique pour essayer de moins perdre l'avantage dès le début. C'est un peu tirer avec moi les pivots. Mais les plus ennuyants, que j'ai eu souvent à l'entraînement, il y avait quand même Gabriel Niambo. Il était quand même il est assez costaud, tout ça, donc c'est un peu dur de lui passer devant. Après il y a toujours les grands pivots, quoi. C'est ça que, en fait, même si on arrive à passer devant, c'est que, et c'est pareil avec notre grand pivot, c'est que des fois on a l'impression d'être devant, mais il y a la balle, elle est tellement haute que c'est un peu compliqué. Et moi, il y a quand même beaucoup de bons pivots et qui sont totalement différents. C'est pareil pour Aman. Aman, c'est pas forcément quelqu'un le plus dur pour passer devant, mais il glisse tellement bien que il a tellement une bonne prise de balle que c'est dur d'être sur lui, quoi, de défendre sur lui.
Ok. On va parler d'un point de vue offensif maintenant, sur le plan offensif. Donc tu partages le poste d'arrière droit à Dunkerque avec Tom Pelayo, qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'Iki Moly Star League, 76 buts en 9 matchs. Donc c'est pas le coéquipier le plus le moins prolifique pour que toi tu puisses gagner du temps de jeu en attaque. Comment tu gères cette situation d'avoir un coéquipier aussi performant que ça, et ça fait des années que vous partagez ce poste-là, pour essayer d'avoir un peu plus de temps de jeu en attaque, et aussi ce que toi tu mets en place en attaque. Mais c'est vrai que c'est pas une situation facile, parce que autant avant il n'était pas aussi performant. Là, ça fait 2 saisons qu'il est quand même meilleur buteur ou co-meilleur buteur du championnat. Donc c'est l'élément important. Il y a je ne sais combien de matchs depuis 2 ans où c'est lui qui nous sauve, qui sort des performances et qui nous permet soit d'être encore dans le match, soit de bien gagner le match. Et du coup, c'est vrai que ça fait 2 ans que c'est pas simple offensivement. C'est pour ça que là, c'est ce que je disais, c'est que là pour l'instant je suis content et je prends du plaisir défensivement, et ça me permet au moins d'avoir un peu de temps de jeu je sens que je sers à l'équipe. Et le problème, c'est qu'en plus, le moment où il a commencé à être très bon, moi j'ai été un peu moins en réussite, ce qui fait que c'est un peu dur, c'est pas facile à gérer. C'est sûr qu'offensivement, en fait, quand je rentre, je dois directement apporter, ce qui est pas simple. Parce que quand tout de suite il y a quelqu'un devant vous qui a mis 6 buts en première mi-temps, et que je dois le remplacer parce que il est fatigué ou quoi, et moi je dois direct enchaîner, c'est pas simple. Surtout que les tirs de loin, c'est pas le truc. Il y a des gens comme Prandi où eux, c'est très simple, ils sont en très grande réussite sur ça. Moi, c'est ce qu'on me demande, et donc de temps en temps, si je ne les mets pas direct, après c'est un peu compliqué de rester dans le match, tout ça. Donc moi, j'essaie de progresser, d'avancer de mon côté pour essayer d'apporter au maximum à l'équipe quand je rentre. Et après on verra, mais c'est ça. Pour l'instant, j'essaie de faire mon maximum déjà à l'entraînement pour améliorer sur ce qu'on me demande, sur les tirs de loin, tout ça. Et puis des fois, ça porte pour le début de saison. Pour l'instant, ça allait. Je suis plutôt sur un bon pourcentage, même si j'ai pas beaucoup de buts parce que pas beaucoup de temps de jeu offensivement. Ça va. Il y a eu le match contre Nîmes où j'ai eu beaucoup de temps de jeu et j'ai été plutôt bon. Comment t'expliques la réussite de ce match-là, alors où tu fais 6 sur 7 contre Nîmes? Tu es globalement toujours dans les bons coups, tu es dans le bon timing, dans le bon tempo, ouais. Du jeu sans ballon où tu viens récupérer dans l'intervalle ouvert. Je sais que je suis quelqu'un qui fonctionne vachement avec la confiance, et que je suis entré dans le match et j'ai directement marqué et fait des passes décisives. Et du coup, après la confiance, elle avance. J'ai continué à être en réussite et j'ai raté un tir dans le match, je crois, et l'équipe gagnait, tout ça. Donc tout de suite avec la confiance, je sais que j'arrive à faire des belles choses. Maintenant, c'est un truc où justement il faut que je travaille. C'est que même quand je suis pas tout de suite en réussite, il faut que j'arrive à faire un switch, à passer à autre chose et continuer mon match pour que même quand des jours où Tom il est pas dans un bon jour, je puisse aider l'équipe, comme par exemple contre Chartres où j'aurais dû apporter plus là où Tom a eu du mal ce jour-là, et parce que Chartres a bien défendu sur lui, et que y a des jours comme ça, même si c'est le meilleur buteur, il peut pas être bon à tous les matchs. Il y a personne qui est bon à tous les matchs. Spécifiquement quand il est ciblé. C'est ça. Mais personne dans le monde, j'ai jamais vu un joueur où sur toute une saison il a réussi tous ses matchs. Donc il y a des moments où, même si c'est des moments très courts, faut que moi aussi je sois prêt. C'est ce qu'on me demande. Dans le club, c'est d'être prêt à ce moment-là, quoi. Même si c'est pas une chose facile, c'est ce qu'on me demande. Tu parlais justement qu'on t'attendait beaucoup sur le tir de loin, en fait, parce que tu fais quand même 1m95. T'as plutôt un physique longiligne, donc je pense que tu as une capacité à jumper un peu supérieure à d'autres joueurs du championnat. Pareil, toujours en regardant le PSG, je t'ai vu effectivement prendre 2 tirs. Bon, en face de toi, tu as Palika qui te sort 2 beaux arrêts. Qu'est-ce que tu pourrais travailler pour essayer d'être plus efficace sur le tir de loin et essayer de battre ce genre de gardiens qui sont
qui sont quand même des références aujourd'hui sur la scène internationale. Ouais, mais en fait, c'est les impacts de tir. Parce que par exemple, effectivement, je pense que mon premier tir contre Paris, où Palika il la sauve, c'est un bel arrêt. Ouais, mais il est pris à contre-pied. Exact. Mais s'il n'est pas mis hauteur, il a beau faire ça. Si c'est en haut ou en bas, je pense qu'il l'a pas, ou c'est beaucoup plus dur. Et c'est ça où il faut que j'arrive à travailler. C'est que, même ce matin, on en rigolait avec le gardien Alejandro Romero, qu'il connaît par exemple tous mes impacts en fonction de mes courses extérieures. Même si c'est dans l'intervalle 1-2, et c'est pareil, ça j'en parlais beaucoup avec Valentin Kiffler l'année dernière, il sait en fonction de mes courses, de mon positionnement, où je tire. Et c'est un truc où il faut que j'arrive à bosser, quoi. C'est que c'est souvent les mêmes impacts de tir en fonction de mes courses, et des fois c'est pas assez précis. C'est que des fois c'est mi-hauteur, c'est là, et c'est des impacts où ça peut être un bon tir, mais il faut que ça soit mieux placé, parce que le haut niveau c'est ça, quoi. Quand on voit les grands joueurs, c'est parce qu'ils placent bien leur ballon, même si des fois ça peut être plus puissant, tout ça. C'est des joueurs qui savent tirer derrière le contre, qui, dans les déplacements du gardien, qui jouent avec ça, quoi. Et c'est là où il faut que j'arrive à progresser, c'est dans la technique, dans la précision du shoot. D'accord. Au niveau de tes qualités offensives, j'ai vu que tu pouvais quand même aussi avoir un temps varié. Sur certaines actions, j'ai vu que tu avais quand même la faculté à avoir un temps de suspension en l'air assez prolongé, ce qui te permet de bien fixer la défense et de prendre une décision, de retarder le plus maximum possible ta prise de décision, soit de tirer, soit de passer. J'ai vu que tu étais capable de beau caviar au pivot aussi. Premier match contre Limoges où tu mets vraiment deux belles balles à Benjamin Avgour en pivot. Donc j'ai vu aussi face au PSG des courses dans l'intervalle externe, où les 2 buts que tu mets face au PSG, c'est des courses dans l'intervalle externe. Comment toi tu définirais tes forces sur ton jeu offensif aujourd'hui, et qu'est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as travaillé des choses spécifiquement pour atteindre ce niveau offensif, le niveau offensif qui est le tien aujourd'hui? Je sais que je suis capable de faire à peu près tout ce que tu as dit, mais le problème c'est que c'est pas assez régulier. C'est que voilà, par exemple contre Limoges, j'ai réussi à faire des belle passe pour Avgour, mais pour moi c'est pas assez fréquent. C'est que par exemple justement le temps de suspension devrait plus me servir, ce qui me sert aujourd'hui, je trouve. C'est que j'ai encore un problème aussi sur la prise de décision, parce que des fois c'est des trucs tout bêtes, mais vu que les équipes d'en face savent que ma qualité première c'est quand même shooter de loin, des fois ils arrivent à 2 au contre et je tire quand même, par exemple. C'est des choses basiques, alors que par exemple lâcher et sacré, et c'est des choses où il faut que je bosse, en fait. C'est les prises de décision. Même à l'aile, il y a eu pas mal... il y a eu, je sais plus quel match en début de saison, peut-être Toulouse ou même un peu Nîmes, où j'ai fait des passages en force alors que je peux la libérer à l'aile. Et je sais que c'est un truc où je dois beaucoup travailler, c'est les prises de décision, et ce qui fait que ça change beaucoup dans le jeu, quoi. Parce que des fois, c'est vrai que juste une petite passe en plus, ou justement tirer au bon moment et pas faire la passe, ça joue beaucoup. Et je sais que c'est sur ça que je dois encore bosser offensivement. Après, je sais que je peux le faire. Maintenant, faut juste prendre des meilleures décisions, avoir des meilleurs choix dans mon jeu, que ce soit plus clair et qu'il y ait moins de déchets, je pense. Tu penses que tu pourrais avoir un peu d'appui d'un coach, d'une personne extérieure pour réussir justement à essayer de passer un palier de ce niveau-là, ou qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour réussir à atteindre cet objectif? Après, je sais que je suis plus, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un joueur plutôt de confiance, ce qui fait que ça va aussi avec la confiance. Et je sais que quand j'avais plus de temps de jeu, c'était des choses où j'étais un peu mieux. Maintenant, là, je n'ai pas ce temps de jeu pour l'instant, parce qu'il y a Pelayo. Donc, faut que j'arrive à travailler sur ça. Mais là, les coachs font pour que je travaille ça, et mes coéquipiers aussi. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin d'une personne extérieure, tout ça. Juste, c'est à moi aussi de faire les efforts, de me concentrer sur ça, l'entraînement, et arriver en match, que ça soit plus clair. Mais je sais que je vais finir par réussir. Il faut juste que je fasse un effort sur ça, que je continue de le travailler, et ça finira par marcher, je pense. Ok. On en a parlé un peu du match à Chambéry. Pour rappeler le contexte, vous êtes mené d'1 but, l'arbitre siffle renvoi,
Et à ce moment-là, il y a Benjamin Richer qui vient taper la balle dans la zone. Donc on était dans les 30 dernières secondes. Si on s'en fie au règlement, donc normalement on aurait dû vous accorder un jet de 7 mètres à ce moment-là pour action d'anti-jeu, justement parce que le renvoi avait été sifflé. Ça a créé un imbroglio, la VAR qui n'était pas fonctionnelle à ce moment-là. Je t'ai vu arriver devant l'arbitre à demander des explications parce que forcément un sentiment d'injustice s'était emparé de toi. Comment tu l'as vécu ce moment-là et comment on fait ensuite pour passer outre cette frustration et pour pouvoir se remobiliser sur un prochain match? C'est sûr que c'est dur, surtout ce genre de match parce qu'il y a des matchs où il y a des erreurs d'arbitre comme je te disais tout à l'heure. On fait tous des erreurs, donc c'est normal. Juste là, effectivement, la VAR marche pas, donc c'est encore plus frustrant parce que justement, c'est censé être là pour aider les arbitres dans leur travail. Et c'est sûr qu'avec la VAR ce jour-là, ça aurait changé beaucoup de choses. Maintenant, ouais, c'est sûr que sur le moment, j'ai eu des réactions peut-être un peu. On était dans un état de fatigue, on avait tout donné c'est tout un contexte aussi. Il n'y a pas eu de débordement. Pour moi, il n'y a rien eu de. Non, bien sûr, mais c'est juste t'es vraiment allé demander des explications parce que ça s'est vraiment passé devant l'arbitre. C'est ça, c'est qu'on y va, on est 5 sur la base arrière, si je me trompe pas, on est 5 je crois. Donc 5 plus les ailiers, les gardiens et en plus notre seul pivot qui prend carton rouge au bout de 9 minutes. Donc heureusement ce jour-là, le jeune du centre, Zach, il a fait un super match pour des débuts comme ça, c'était vraiment pas simple. Mais c'est sûr que du coup en fait on a tellement tout donné pendant 60 minutes, on était tous morts et il se passe ça et du coup c'est hyper frustrant quoi. Et surtout que tu te dis Chambéry, ça fait 23 ans je crois qu'on n'a pas gagné là-bas, que le club n'a pas gagné là-bas. Donc c'était une belle occasion de pouvoir faire un bon résultat vu comment on avait géré le match. Et il se passe ça à la fin, c'est sûr que c'est hyper frustrant. Et du coup après ça reste quand même dans les têtes, c'est un peu dur, surtout qu'on a dû vite enchaîner parce qu'on jouait le jeudi juste après avec un match le dimanche. Et c'était un peu dur de passer directement à autre chose, mais on est obligé, c'est notre métier qui est comme ça. Ouais, ils ont fait une erreur, c'est juste. C'est humain en fait, mais c'est sûr que sur le moment, après avoir tout donné pendant 60 minutes sur un match comme ça, c'est dur quand même. Tu parlais justement de Zachary qui joue ce match à Chambéry suite à l'expulsion de Bensé. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de jeunes qui sont intégrés cette saison à l'USDK, donc Zachary, Tristan. Comment ces jeunes sont intégrés aujourd'hui à l'effectif professionnel? Tu commences un peu à faire partie des meubles quand même depuis le temps à Dunkerque. Comment, en tant qu'ancien du club, vous les intégrez? Comment se passe l'intégration de jeunes talents de venir dans un effectif professionnel comme celui de Dunkerque? Faudra leur demander, mais je pense que ça se passe plutôt bien. Ils ont l'air d'être plutôt contents d'être là. C'est vrai que ça fait quand même 2-3 ans qu'on enchaîne où on a les 2-3 dernières saisons, il y a eu beaucoup de blessés. Donc on a l'habitude, ça fait un moment là, on a un peu l'habitude, même si nous on est quand même jeunes, je me considère encore comme un jeune, qu'il y ait beaucoup de mecs du centre de formation qui soient là. Et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, parce qu'en vrai, on s'est retrouvés où des fois il y avait quasiment la moitié de l'effectif, c'était des gens du centre de formation, mais c'est des mecs avec beaucoup de talent. Et donc je trouve que même sur le terrain ça se passe plutôt bien. Après même dans le vestiaire on a essayé de les intégrer au maximum, même pendant les déplacements, puis c'est des bons gars, donc pour l'instant moi je trouve que ça se passe très bien. Et une personne comme Tristan où vous avez des profils un peu similaires, est-ce que tu lui donnes des conseils? Est-ce qu'il t'en demande? Comment ça se passe? Il est plutôt réservé, donc il n'en demande pas tant que ça, mais on s'entend plutôt bien sur le terrain. Donc souvent ça nous arrive quand par exemple on prépare notre défense, du coup nous on se retrouve à 2 sur le poste d'arrière droit, on tourne tout ça, chacun on communique, moi j'essaye de l'aider de temps en temps quand il a besoin, tout ça. Après c'est vrai que c'est plutôt quelqu'un de réservé, donc il demande pas forcément, mais pour l'instant ça se passe bien. Moi j'ai une bonne relation avec lui, tout ça, donc ça se passe bien.
Donc tu me l'as dit en intro, tu as re-signé jusqu'en 2026 avec l'USDK. Parle-nous un peu de ce deuxième contrat pro donc, que tu as signé et ton attachement un peu au club et à la ville de Dunkerque. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, j'étais très heureux de reprolonger parce que malgré le fait que sur l'année de prolongement, j'avais moins de temps de jeu, j'étais quand même. Voilà, c'est un club où au final, j'ai fait toutes mes gammes quoi, dans ce club-là. C'est mon club formateur, ça fait 9 ans que je suis ici, donc j'en avais déjà parlé avant avec Franck, tout ça, que voilà, je voulais prolonger, eux aussi. Donc, ouais, j'étais content, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais continuer ici, c'est de continuer à progresser dans ce club. Voilà, je connais tout le monde, surtout. Puis là, je suis encore avec Dylan Tossin, Gauthier Crépal, avec qui on a fait le pôle espoir, le centre de formation ensemble. Puis ça fait quand même un moment que je suis avec les pros, donc pareil, j'ai quand même une superbe entente avec tous les gars qui sont là, que ce soit Bihan, Pelayo, Avgour, tout ça. Donc moi, c'était un souhait de rester ici. Et je suis content que ça ait pu se faire. Donc, ouais, très content. Pour les gens qui se poseraient la question, et sans toi libre d'en parler, c'est quoi les niveaux de rémunération d'un joueur professionnel en Liquimoli Star League si tu peux nous donner une fourchette de ce que peut gagner un joueur dans ce championnat-là? C'est vachement différent. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'écart quand même. Déjà, je vais pas compter le PSG parce que PSG Montpellier-Nantes, c'est un peu à part, mais je veux dire, dans un club comme Dunkerque, souvent les jeunes du centre qui arrivent, c'est un petit peu au-dessus du SMIC, c'est le salaire le plus bas. Il y a un salaire minimum dans le handball. Et après, ça peut aller, je dirais dans les autres clubs, autres que Dunkerque, mais dans les clubs de notre niveau, je pense que ça va donc entre, je dirais, 1005 jusqu'à, je pense, des 15 000 par mois, c'est possible. Après, c'est un truc qui, je dirais pas que c'est tabou, mais c'est vrai qu'on se pose pas la question dans le vestiaire. Je sais pas trop ce que, à part du coup Tossin, Crépel, parce que voilà, c'est mes amis. Je pars en vacances avec eux, tout ça, mais les autres, c'est vrai que c'est pas des questions qu'on se pose forcément. Donc pour être tout à fait franc, je sais pas forcément ce que les autres gagnent. D'accord. Mais je sais que voilà, dans les bruits, tout ça, à force quand on est avec les agents, quand on parle avec nos agents, tout ça, on sait à peu près. Grâce à ça, donc c'est pour ça que je dis à peu près entre 10 et 15 000 le maximum, mais je pourrais pas dire un chiffre précis, puis je suis pas sûr que ça serve. Sur des plus gros clubs, Nantes, Paris, Montpellier, tu penses que ça j'ai déjà entendu, c'est possible, les clubs qui jouent avec des champions, il y en a, ils peuvent gagner des 50 000, 60 000 par mois, quoi. Et ça, c'est les top joueurs mondiaux, c'est pas le même monde que nous, on va dire, quoi. Ok. Ça marche. Il y a la salle qui est prévue en 2027. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations où ça en est exactement Pas du tout. Il y a juste eu confirmation qu'elle allait être faite effectivement entre 2027 et 2028 qui était prévue. Je crois que c'est aux alentours de la gare si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai ça fait quelques saisons qu'ils nous en parlent. Maintenant, on sait pas plus que ça. Franchement, pour être honnête, je sais pas trop où ça en est. Est-ce que ça a commencé déjà? Je pense que si ça avait commencé, ils nous auraient quand même dit, j'espère. Mais pour l'instant, ouais, non, j'ai pas d'informations, j'en sais rien du tout là. Si t'étais amené, si cette salle était amenée à sortir de terre en 2027-2028, ce serait un rêve pour toi d'y... Moi, j'aimerais vraiment beaucoup. Parce que c'était un truc qu'on nous avait dit depuis qu'on signe centre de formation, donc ça fait quasiment 6 ans que c'est un souhait. Nous, ils nous l'ont dit de 6 ans, mais quand j'en ai parlé avec le président, tout ça, ça fait depuis, je pense, bien 2010 que c'est un souhait pour le président d'avoir cette nouvelle salle. Puis quand on voit les salles comme Aix, comme Cesson, tout ça, c'est des super salles, et ça donne envie quoi, d'avoir un objet comme ça de travail. Franchement, ce serait un rêve de pouvoir jouer, d'avoir connu tout ça, le pôle ici, cette salle... et de pouvoir jouer dans une nouvelle salle, une arena, ça serait incroyable. Franchement, ce serait super. Ok. Est-ce qu'il y a des choses sur un point de vue handballistique que j'ai pas abordé et que tu auras envie de partager, des conseils que tu trouverais utiles à donner
voilà, des points que j'aurais pas abordés, mais qui te viendraient à l'idée, où tu te dis, tiens, ça serait important que je partage ce point-là, parce que ça pourrait aider des handballeurs en herbe qui auraient envie de progresser. Non, je pense que juste faut prendre ça comme du plaisir. Même si nous c'est notre métier, faut juste prendre ça comme du plaisir. Faut essayer de se rappeler tous les jours, c'est que nous on vit de notre passion. Que ok c'est notre métier, mais c'est avant tout notre passion. C'est truc dès qu'on peut on regarde ça à la télé. Enfin faut être heureux de faire ça. Après pour des gens pour progresser, moi je pense qu'il faut juste pas essayer de se prendre moins la tête. J'aimerais bien ne pas me prendre autant la tête, mais du coup c'est un conseil, je pense, de juste jouer, de kiffer, faire ça. Et voilà, après, effectivement, si on a un souhait de devenir professionnel, c'est tout faire pour faire du travail en plus, de se donner à fond, de montrer qu'on a envie, je pense que c'est important. Ok. On va parler un peu récupération, kiné, équilibre de vie, santé, alimentation. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, à ton niveau, pour essayer de continuer à prendre soin de ton corps, prendre soin de ton esprit aussi potentiellement, pour continuer à performer? Est-ce que tu mets des choses en place dans ton quotidien? Ici, déjà, on a quand même pas mal de choses qui nous permettent de bien récupérer. C'est-à-dire que dans notre vestiaire, on a un bain froid. Donc déjà, ça c'est quand même pas mal. Il est quasiment dispo tout le temps. Bon, ça arrive qu'il y ait des petits problèmes, mais en vrai, déjà, c'est un bon truc une bonne chose pour récupérer. Et après, on a quand même un kiné qui est quasiment là tous les jours avec nous à la salle. Donc, si on a besoin pour des massages, pour des étirements, c'est quand même important. Et après, la nourriture, c'est quand même nourriture et bien boire, c'est quand même assez important pour la récupération. Bien boire de l'eau. Ouais, de l'eau. Après une petite victoire ou un petit match, c'est pas interdit de boire un peu, mais non, c'est sûr que dès qu'on a des grosses courbatures, tout ça, l'eau c'est hyper important, même en temps normal. Essayer de boire un maximum d'eau et de manger. J'essaie de manger au maximum équilibré. Après, je dis pas, je suis pas le meilleur dans ça, je suis pas le plus assidu, je l'avoue, mais ouais, c'est les choses les plus importantes, quoi. Et après, c'est sûr que bien s'étirer, tout ça, après les entraînements, et bien dormir quand même. C'est quand même aussi, je pense, une bonne chose de bien dormir. J'ai petite faveur à te demander, tu me diras si tu acceptes. J'ai amené ici un petit ballon de la Liquimoli Star League. Est-ce que je peux te demander de le dédicacer? Avec plaisir, ouais. Et on le fera gagner. Allez. On le fera gagner lors d'un jeu concours. Donc, allez, on fait ça. Pour gagner le ballon de la Liquimoli Star League, donc le Select Ultimate Replica, dédicacé par Gabin Martinez, je vous invite. Tu veux que je demande à le faire signer par toute l'équipe? Je peux, hein. Ils sont là. Ouais, après je t'aurais dit, je te l'aurais redonné à un autre moment ou quoi. On le fera après l'interview, okay, à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez participer au jeu concours pour tenter de remporter le ballon de la Liquimoli Star League dédicacé par Gabin Martinez et potentiellement certains joueurs de l'USDK qui seront là, je vous invite à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et on réalisera un tirage au sort. Voilà, jusqu'au 6 décembre 2024, likez, commentez et partagez l'interview. Et parmi toutes les personnes, on tirera au sort dans les commentaires et on fera gagner donc, ce ballon dédicacé, potentiellement déjà par Gabin Martinez et potentiellement d'autres joueurs s'ils sont présents ici à l'entraînement aujourd'hui. On va parler un peu matériel. Je te débarrasse. Hop, donc hop. Le petit ballon avec la dédicace. Merci pour cette signature. Avec plaisir. On va parler un peu paire de chaussures de handball. J'ai vu que tu jouais avec des Mizuno West Hills Neo. J'ai remarqué aussi que tu avais joué par le passé avec des Hummel. J'ai vu le modèle Algiz. Tu as joué aussi en Puma. Quels sont tes critères de choix, toi, pour une paire de chaussures? Qu'est-ce qui importe quand tu fais le choix d'une paire de chaussures de handball? Alors vraiment, pour le coup, je suis pas difficile. Vraiment, je pense que j'ai fait avec toutes les marques. Vraiment, je pense que j'ai eu tout. J'ai eu ASICS, Hummel, Mizuno, Puma. C'est juste que, du coup, en fait, pendant un an, mon agent, il avait réussi à m'avoir un truc avec Puma. Donc, c'est vrai que bon, il m'envoyait des chaussures. Donc, j'ai joué avec celle-là et c'était plutôt bien. J'ai bien aimé. Après, l'année dernière, en fait, c'est grâce à
à Valentin Kiffer, à Tom Pelayo qui ont réussi à m'avoir des chaussures avec Hummel. Donc c'est pour ça j'ai joué avec 2 modèles différents. Avec Hummel ou Ouais, avec Hummel. Parce que Tom joue en Mizuno aussi aujourd'hui. Ouais, parce que mais à l'époque il était chez Hummel. Ouais, il était Hummel. Il a été pendant un moment. Et là cette année c'est grâce à Nagy, grâce à Cornel qui a lui été Mizuno quasiment toute sa carrière si je me trompe pas, et qui a réussi avec Ben Sessouz, là le pivot, à nous avoir pas un contrat, mais à nous avoir des dotations. On a réussi à avoir 3 paires donc, de cette Mizuno là, plus une paire de running, donc c'est cool. Mais bon, après, comme tous, hein, le confort, c'est le plus important, je pense. C'est vrai que par exemple, l'année dernière, je ne connais pas le nom, mais j'ai eu 2 modèles de Hummel. Il y en a un qui était un peu plus serré, c'est vrai que c'est moins agréable, quoi. Moi, là, quand je suis dans les Mizuno, c'est quand même... Sur les photos, tu avais un modèle blanc et noir, c'était les Algis. Ouais. Même modèle que Nico Tourna porte. Ouais, c'est ça. Oui. Et après, avant, j'en avais eu des un peu plus petites serrées, et ça, c'était vrai que c'était moins confortable. Après, j'ai jamais eu de problème avec aucune chaussure. Franchement, il y a juste Kempa que j'ai essayé au début de l'année, parce que j'ai réussi à avoir une paire. Mais c'est vrai que j'avais celle d'Elie, mais c'était super confortable, mais j'avais peur un peu pour les chevilles, tout ça, parce que bon, pour Elie, elles sont quand même assez basses, tout ça. J'ai eu quelques problèmes de cheville. Donc ouais, à partir du moment où c'est assez confortable et plutôt haut au niveau de la cheville, pour moi c'est le plus important. Ouais. Après, pas forcément d'autres critères de choix. Non. Est-ce que tu joues avec d'autres accessoires sur le terrain, à l'entraînement ou autre En match, je sais que j'ai sous-short et sous-maillot. Mais sinon, après. De protection, du coup, non, même pas, c'est des trucs un peu. Ouais, juste de maintien. Ouais, c'est ça, exactement. Compression. Et non, sinon, après, j'ai rien de. En général, j'aime pas trop, ça me gêne plus qu'autre chose, ces trucs-là. Mais non, même à l'entraînement. Non, à part un pull d'entraînement, mais je considère pas ça comme un accessoire, quoi. Ok, mais donc sur les chaussures, c'est principalement, est-ce que tu te sens confortable à l'intérieur? Ouais, c'est ça. Et tu te poses pas le maintien de la cheville, mais tu te c'est ça, en fait, ouais, c'est vraiment pour moi, ouais, c'est ça, surtout le maintien de la cheville. Si, confortable. Confortable et ouais, le maintien de la cheville, parce que ça m'est arrivé de faire des chevilles tout bêtement. Et c'est vrai que si c'est un truc qui peut mieux tenir les chevilles, c'est quand même un bon critère, quoi. Est-ce que pour toi, tu es dans les meilleures conditions aujourd'hui pour progresser, ou potentiellement il y aurait des choses qui te permettraient de passer encore un cap supérieur à l'USDK, ou est-ce que... Aujourd'hui, ouais, je pense qu'il y a tout pour que je progresse bien. En vrai, on a des coachs qui sont là pour qu'on travaille. On a un prépa physique qui est à disposition, un kiné qui est à disposition, des bonnes installations. Donc ouais, on s'entraîne plutôt bien. Puis j'ai quand même devant moi Tom Pelayo. Donc en vrai, si j'ai des conseils pour quoi que ce soit ou quoi, après ça on l'a toujours fait à deux. Il m'a toujours conseillé, il m'a toujours aidé, même si on est concurrent sur le poste. On s'entend plutôt très bien à l'extérieur et même sur le terrain. Donc ouais, pour moi, il y a tout pour bien progresser. Maintenant, à moi de m'améliorer et de faire ces efforts-là. Tu as envie d'ajouter quelque chose pour clôturer cette interview, un message à partager à l'audience? Je voulais te remercier. En tout cas, c'était très agréable. J'étais content de faire cette interview. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site pour commander vos chaussures du coup. Et voilà, merci. Est-ce que tu voudrais remercier des personnes? Je te remercie à toi également. Ça me fait chaud au cœur que tu me dises que tu as apprécié l'interview. Est-ce que tu as envie de remercier des personnes qui t'ont accompagné dans ta progression, dans ton parcours, qui t'ont vraiment aidé à passer des étapes? Ouais, je vais remercier les coachs que j'ai pu avoir, notamment Johan Delatte, Richard Desmarais, qui sont là depuis le début, qui ont cru en moi, qui m'ont fait passer ce statut, qui m'ont fait passer au statut professionnel. Surtout ma famille aussi, qui est toujours là pour me soutenir, tout ça, et voilà. Puis en vrai, tous les coachs que j'ai pu avoir par le passé, je les remercie de m'avoir progressé, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit message, un appel au soutien aux supporters de l'USDK pour l'affiche contre Montpellier le samedi 23 novembre? Quel message tu aurais envie de leur partager? On aura besoin de votre soutien. On va enchaîner 2 gros matchs à domicile qui sont Montpellier et Nantes.
Et pour pouvoir gagner ce match, il va falloir que vous soyez présents un maximum avec nous pour nous soutenir, parce que c'est des matchs assez difficiles en général, et avec une superbe ambiance, je suis sûr qu'on peut aller chercher des points, et ouais, on aura besoin de votre soutien, on ne pourra pas le faire tout seul, donc on compte sur vous. Ok, donc appel à la population dunkerquoise le samedi prochain match au Stade des Flandres contre Montpellier le samedi 23 novembre. Gabin, un grand merci, merci à toi pour ton temps et les échanges. Si vous avez apprécié cette interview, je vous invite à nous l'indiquer en commentaire. Si vous avez des questions à poser à Gabin, vous pouvez également le faire en commentaire. Peut-être qu'il y répondra lui-même. Ouais, j'y répondrai s'il faut. Ou en tout cas, je lui transmettrai. Si vous voulez être tenu informé des prochains contenus qu'on publiera sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous mettrai aussi différents liens d'autres interviews que vous pourrez retrouver, notamment une interview avec le pivot Sami Sahraoui qui joue aujourd'hui au club de Hubo en Belgique. Dans la Benelux, le nouveau nom, je l'ai plus en tête, c'est la Super League. Super League, ouais. Je suis allé il n'y a pas longtemps. Et donc on avait réalisé une interview et notamment Sami continue son petit bonhomme de chemin parce qu'il fait un stage de préparation avec l'équipe internationale d'Algérie. Donc il est en bonne progression, Sami, ça fait plaisir. Je crois qu'il était joueur de la semaine il n'y a pas si longtemps. Et joueur de la semaine en Super League. Je vous remettrai en tout cas l'interview de Sami si ça vous intéresse d'approfondir d'autres aspects du handball avec un pivot. Encore merci Gabin. Merci à toi. Merci pour votre temps passé sur la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Bon, j'espère qu'on entend bien.